18h en temps universel. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au journal, voici le sommaire. Ouverture de la première session de l'année 2024 du médiateur de la République du Bénin à Porto-Novo, plus de 100 dossiers concernant 34 administrations programmées. Détails à suivre dans ce 19h. Une femme qui ne code pas son téléphone portable est-elle fidèle dans une relation amoureuse? Vous s'ouvrez la perception de quelques citoyens sur la question au micro de Huguette Rantoyon dans ce journal. Le sport de ce 19h sera une présentation de Chris Ange Soundjar. Il va nous parler du classement de la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Ainsi se présente l'ossature de cette édition, le sommaire. À nouveau, bonsoir. La première session de l'année 2024 du médiateur de la République du Bénin s'est ouverte le mercredi 3 juillet 2024. Au programme, l'étude de plus de 100 dossiers émanant de 34 administrations. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée au siège de l'institution à Porto-Novo. Boniface Kiati, secrétaire général du médiateur de la République. Elle réunit au cours des séances plénières les cadres des directions techniques des administrations concernées pour situer le médiateur de la République sur les solutions qu'ils ont pu apporter aux réclamations des citoyens et aborder aux besoins sous forme de dossiers thématiques les dysfonctionnements récurrents qui ressortent des recours traités. La session du médiateur est donc une activité importante et vitale du médiateur de la République qui a pour objectif d'accroître le taux de réponse aux demandes d'intervention adressées par le médiateur de la République aux ministères, communes, établissements publics et parapublics. Donner davantage de satisfaction aux usagers de l'institution. Établir une meilleure collaboration entre le médiateur de la République et les administrations publiques. Accroître la visibilité de l'institution auprès du public et des cadres de l'administration publique en charge des dossiers, de redorer l'image de l'administration publique auprès des usagers, de contribuer à la bonne gouvernance administrative au Bénin. Pour le secrétaire général, tous les dossiers programmés seront traités avec sérieux avant la fin des travaux. On l'écoute à nouveau. La première session du médiateur de cette année 2024 étudiera 125 dossiers concernant 34 administrations qui sont invitées à des séances plénières ici au siège du médiateur de la République. Les dossiers que nous avons retenus sont connus de vous tous. Nous allons ensemble les réexaminer, les décortiquer de commun accord dans le but de trouver une issue aux réclamations des citoyens. La session sera également pour le médiateur de la République, l'occasion de recueillir les réflexions des administrations invitées sur des préoccupations récurrentes que soumettent les citoyens à notre institution. Il s'agit de l'étude des dossiers thématiques qui mettent en exergue une autre forme de l'action du médiateur de la République, c'est-à-dire l'autosaisine. Cette année 2024, nous espérons aller plus loin en donnant satisfaction à la totalité des dossiers enrôlés. Tel est donc le défi que nous comptons relever avec vous au cours des prochains jours. Une fois de plus, chers invités, chères administrations, recevez nos sincères remerciements. Vivement que nos travaux d'aujourd'hui et des jours à venir puissent être couronnés de succès. Initialement prévus pour ce vendredi, les résultats de l'admissibilité pour l'examen BEPC seront désormais proclamés en début de la semaine prochaine. Conformément au calendrier établi le 31 mai 2024, la délibération nationale de l'admissibilité est programmée pour le lundi 8 juillet 2024 dans la salle CODI du ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle à Cotonou. La publication des résultats au niveau des directions départementales est prévue pour le mardi 9 juillet. Les épreuves orales et sportives auront lieu dès le mercredi 10 juillet 2024 à partir de 7h à travers tout le pays. À la criette, deux agents, j'y arrive, de l'ANAT et un monsieur ont été jugés dans une affaire de permis de conduire. Plus de détails dans ce condensé de l'actualité au plan national avec Didier Zinsou. Hier,
la Criette s'est penchée sur le dossier de 3 présumés pour fraude à l'examen du permis de conduire. La Cour reproche aux 2 agents de l'ANAT et au moniteur d'avoir pris de l'argent pour aider 2 candidats à l'examen du permis de conduire. Selon les déclarations, leur méthode consistait à récupérer les codes des candidats et rester dans les alentours de la salle de l'examen pour cocher les bonnes réponses à la place des candidats, un homme et une femme. Après les débats, le dossier a été renvoyé au 25 juillet 2024. Boycon, un homme vole une moto et se fait arrêter grâce à une séquence de vidéos enregistrée. Le mercredi dernier, une dame a porté plainte suite au vol de sa moto Haoju 115 à Agonguento, située dans la commune de Boycon. Le voleur, en posant son acte, était filmé par la caméra de surveillance du domicile où le vol a eu lieu. Après avoir reçu une séquence de la vidéo, les éléments de la police ont le même jour arrêté le voleur qui s'est retiré à Awamé. Il déclare aux policiers que la moto Haoju est déjà sur le marché de vente. Recherché par la police, le receleur a pris la fuite. Une descente au domicile du voleur a permis de saisir 2 plaques d'immatriculation, une clé passe-partout, des trousseaux de clés ordinaires, des pièces de rechange de motocyclettes, des gants et bien d'autres objets. Un homme a été placé en garde à vue pour avoir volé dans un bar à Penesoulou. Hier 4 juillet, un homme a été surpris en train de vendre des équipements de sonorisation et un ordinateur. Ces objets ont été dérobés dans un bar de la localité alors qu'il pleuvait à verse dans la nuit où le vol a eu lieu. Après son arrestation par la police, le présumé voleur a nié toute implication dans ce forfait et prétend être un intermédiaire dans la vente des matériels dérobés. Il est placé en garde à vue pour les besoins d'enquête. Vous suivez le journal sur Radio Afrique Santé au Bénin depuis que la pratique du placement d'enfants a subi une déformation à des fins inavouées et commerciales. Les Vidomégons sont confrontés à de nombreuses difficultés qui constituent un obstacle majeur à leur épanouissement. Ils sont de plus en plus maltraités, soumis précocement au travail ou encore victimes d'exploitation économique et de traite en violation des différentes dispositions nationales et internationales des droits de l'homme et plus particulièrement des droits de l'enfant. La situation malheureuse que connaissent ces enfants a conduit à une prise de conscience nationale des autorités publiques qui ont tenté d'adopter des mesures supplémentaires de protection en faveur de ces enfants dont les effets tardent à contribuer à la résorption du phénomène. Au micro de Christelle Botokou, quelques Béninois donnent ici leurs impressions. Petits enfants placés, et tant que Vidomégon, c'est très rare de voir 3 qui seront bien traités parce que les parents ne peuvent pas tolérer des choses qu'ils pourront peut-être tolérer à leurs enfants. Il vaut mieux être traité par ses parents que d'être traité par une autre personne. Les enfants placés, selon moi, ne sont pas bien traités. Ils ne leur donnent pas à manger, les maltraitent. Ces enfants ne peuvent rien dire parce qu'ils ont été placés là pour gagner de l'argent ou soit leurs parents sont venus les déposer là. Ils n'ont nulle part où aller. Là, ils ne peuvent rien dire, ils ne peuvent qu'assumer, même si c'est difficile. Il y a des enfants qui sont maltraités par certains parents dans la ville et on a beaucoup de cas comme ça. De toutes les façons, c'est pas une bonne chose quand même. Enfants passés, c'est pas une chose très bien. Je ne peux pas dire qu'ils ont une bonne vie en tant que tel parce que un enfant placé peut être maltraité par personne auprès de qui elle a été placée. Je ne peux pas aussi dire que c'est eux tous qui n'ont pas une bonne vie. Ça dépend des conditions de vie de chacun. Les enfants placés n'ont pas une bonne vie. Ce que les propres parents peuvent les faire, s'ils sont placés quelque part, les intéressés ne peuvent pas, ils vont les traiter de mal. Chez certains parents, ils ne font que maltraiter les enfants placés. Mais pas pour d'autres. Ils prennent bien soin de tous ces enfants parce qu'ils savent que c'est les enfants qui sont placés chez eux. Ça dépend de là où ils sont. Par exemple, ils rencontrent une mère. Le plus souvent sur 10, vous allez trouver que c'est 8. Ils en souffrent sérieusement parce qu'on ne les considère pas. Le plus ils sont maltraités, c'est clair. L'enfant même a plus de privilèges que l'enfant placé. Je l'annonçais dans les titres, une femme qui ne code par son téléphone portable est-elle fidèle dans une relation amoureuse? Cette question a soulevé diverses opinions chez le citoyen lambda. Écoutons quelques avis sur le sujet au micro de Huguette Rontoyon.
Bon, pas forcément parce que elle peut être vigilante sur ce point qu'au point où à chaque fois s'il y a des informations sur le fait qu'elle trompe son mari, elle les supprime au fur et à mesure. C'est gage de fidélité parce que elle permet à son mari d'avoir accès à son intimité et si le mari est curieux ou fouineur, il peut fouiller dans le téléphone. Si une femme ne met pas à court sur son téléphone, cela prouve qu'elle ne cache rien à son mari. Ah, dis-moi, ouais, faut que ça m'ait dit ça. Quelle fidélité. Faut dire même que c'est les plus infidèles qui font ça. C'est bon, faire genre, je ne cache rien, mais en réalité, la femme, c'est seulement. C'est tout dans des femmes claires. C'est vrai que ne pas coder son téléphone, c'est perçu comme un signe de transparence et de confiance. Cela aussi pourrait indiquer que la personne n'a rien à cacher et est ouverte à partager tous les aspects de sa vie avec son partenaire. Certes, le fait de coder son téléphone peut simplement être une manière de porter des informations personnelles ou professionnelles, sans pour autant indiquer un manque de fidélité. Le fait que la femme ne code pas son téléphone n'est pas gage de fidélité dans une relation amoureuse. Non, ça ne veut rien dire en fait. Ça ne signifie carrément rien. Pas du tout signe de fidélité. Si la femme veut être fidèle, elle le sera de son propre gré. Pour plusieurs raisons, certaines personnes abandonnent leur partenaire étant parfois à la quête d'une meilleure vie. Faire chemin devient de se faire chose impossible en raison des exigences personnelles. Mais doit-on faire table rase et se remettre à nouveau avec un partenaire qui nous a abandonnés pendant des moments de galère? C'est à cette question que répondent ces citoyens au micro de Mathilde Agnimois. Pour moi, pas question de revenir en arrière. Si la personne a jugé utile de partir, c'est qu'elle est partie. Donc, je ne pense pas quand même pouvoir revenir en arrière. Elle a décidé de partir et qu'elle veut revenir quand c'est bon. Je ne pense pas que je pourrais, parce qu'il n'y aura plus la sincérité et il n'y aura plus forcément ce feeling-là, quoi. Ce sujet peut être scindé de différentes façons selon moi. Par exemple, la femme ou l'homme qui a quitté son partenaire dans la galère déjà a ses raisons. Personnellement, en tant qu'homme, je suis quelqu'un qui n'aime pas les situations de galère. Parce que quand on dit galère, c'est genre, on comprend par là que ce sont des difficultés financières à subvenir à ses besoins, mais aussi à pouvoir venir en aide à son partenaire. Donc, je ne pense pas qu'il faudrait blâmer quelqu'un qui quitte un homme ou une femme parce que cette dernière vit une période de galère. Je n'accepterai jamais me remettre avec quelqu'un qui m'a laissé parce que je suis en train de galérer. C'est à cause de l'argent, elle est là à ton fils. Si je me remets avec elle, c'est parce que j'ai déjà de l'argent et elle peut revenir bouffer. Si l'argent finit, elle va encore repartir. Cela voudra dire que l'amour qui existait entre nous se repose juste sur l'argent, sur les biens matériels. Ce n'est pas évident. Quand le ou la partenaire décide de mettre fin à l'aventure, de ne plus faire route avec vous dans cette situation, mais c'est son choix. On ne doit pas la forcer à revenir. Encore moins retourner vers cette personne pour dire que bon, maintenant que je suis quelqu'un de bien, j'ai envie qu'on reprenne les choses. Je ne crois pas que ça puisse être possible. Ça ne veut pas dire qu'on garde rancune envers cette personne. Non, on a passé l'éponge sur cet événement-là, sur cette période-là. Si au moment de la galère, elle m'a abandonné et c'est quand maintenant c'est un peu mieux ou c'est mieux, elle veut revenir. Elle va encore m'abandonner dès que ça va encore finir. Au Bénin, les femmes ont pris d'assaut le monde de l'entrepreneuriat et excellent dans la transformation agroalimentaire. Notre correspondante à Cotonou nous amène à la découverte de 2 femmes qui sont parties de rien, mais qui aujourd'hui émergent dans le secteur de l'agroalimentaire. Ginette Fleur-Adandé. L'entrepreneuriat féminin fait son chemin dans un monde dominé par les hommes. Certaines femmes badées de diplômes ont préféré démissionner de leur poste pour prendre le chemin incertain de l'entrepreneuriat. Odile Yonwin, promotrice de la marque Noré, met sur le marché la farine de souchet au gingembre ou à la banane plantain, la crème liqueur de souchet, le lait de souchet, les biscuits, croquettes de souchet et bien d'autres.
Je suis véritablement et naturellement portée vers les petits commerces. Et depuis toute petite, j'aime vendre de petites choses. Et même déjà à l'université, j'achetais même déjà le sushi de 25 francs que je vendais en classe. Innover est aussi une passion pour moi. Et donc j'ai constaté que d'abord le sushi fait partie d'une espèce négligée, c'est-à-dire beaucoup ne s'y intéressent pas. Il faut que je fasse connaître le sushi autrement aux gens. La passion accompagne souvent la vision ou l'inverse, dit-on. Euphrasie Dasundo est la fondatrice de l'entreprise AgroExpress, spécialisée dans la transformation de la tomate et des épices. Mon entreprise a démarré avec 30 000 francs en 2013 où je transformais essentiellement des tomates. Je crois que j'arrivais à transformer 6 ou 8 paniers de tomates par jour. Mais aujourd'hui, notre unité a la possibilité de transformer 1 tonne de tomates par jour. Odile Nyonwen, après ses études, s'est retrouvée dans un ministère de la place et a vite compris que sa place n'était pas derrière un bureau, mais d'installer la plus grande entreprise de transformation de sushi en Afrique et dans le monde. J'ai pris mon destin en main et j'ai réussi avec les bénéfices et les ventes que nous faisons, investir dans mon activité. C'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir convaincu mon père qui a laissé son terrain à notre disposition. Et là, j'ai pu construire ce centre dans lequel nous sommes. Pas aussi le centre, j'ai aussi acheté des machines pour la production. Pour Daniel Nyonwen, le père de la jeune entrepreneur, cela n'a pas été facile. Mais aujourd'hui, il se dit fier de sa fille. Au départ, effectivement, je ne peux pas dire que j'ai accepté 100%. J'ai refusé. Elle insiste toujours de faire. Elle a fait administration générale, plus droit. Donc, moi, pratiquement, je veux qu'elle est juge, un magistrat, une avocate. C'est une fille, vraiment, qui aime travailler. Elle a mis toute sa force dedans, toute son énergie dedans. Moi, je suis fier quand même. Si tu es dans ton projet personnel, ça t'arrange à vite te réveiller, différent que tu es dans la main de quelqu'un. Le président Talon, effectivement, il n'a pas un fonctionnaire, mais pourtant, il est notre président aujourd'hui. Pour Euphrasie Dasundo aussi, le chemin a été parsemé d'embûches. En termes d'entrepreneuriat, les débuts sont toujours compliqués. Pas mal d'obstacles, surtout par exemple pour l'écoulement des produits. Faire accepter le produit aux clients, les gens ne s'y intéressaient pas vraiment. Donc il a fallu beaucoup de persévérance pour arriver au niveau auquel nous sommes aujourd'hui. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le soutien de la famille, de surtout mon mari et de quelques parents proches que je ne cite pas forcément, qui m'ont aidé à tenir réellement le coup. Odile a son diplôme en gestion et celui en droit qui lui sont utiles aujourd'hui dans son entreprise. Mon diplôme en administration, ça m'aide à gérer d'abord la ressource humaine parce que parfois il y a des conflits qui naissent entre les employés, donc il faut gérer tout ça. Maintenant, mon diplôme de droit me permet aussi de respecter les normes en matière d'entreprise. Avec son âge relativement jeune, elle contribue de manière significative à la sécurité alimentaire et au développement économique local. Euphrasie Dasundo Asogba met ses connaissances au service des jeunes entrepreneurs qui désirent évoluer dans la transformation agroalimentaire. J'ai commencé par me faire former dans la transformation proprement dite. Ensuite, j'ai suivi beaucoup de séances de coaching en entrepreneuriat, en gestion d'entreprise, gestion du personnel, ce qui m'a permis aujourd'hui d'être réellement polyvalent dans ce que je fais. Ça ne veut pas dire que je ne délègue pas des tâches. Je peux dire toi fais ci, toi fais ça, mais c'est pas parce que je ne sais pas le faire que je dis aux gens de le faire. En dehors de ça, ces formations m'ont permis aujourd'hui de devenir formateur. Aujourd'hui, appuyé par le PNUD de l'ambassade des États-Unis, le gouvernement béninois et les banques locales, elles sont nombreuses ces femmes qui, comme Euphrasie et Odile, travaillent à donner de la valeur au secteur agro-industriel au Bénin. Bien à vous, Fleur Ginette Adondé. La divinité Dan est un être invisible qui agit et se fait remarquer par beaucoup de signes sur tous les plans. C'est une divinité parmi tant d'autres dans le panthéon vaudou du Bénin. Calice Évolution, dignité des divinités Dan, nous parle ici des principes que doivent observer les adeptes des différentes divinités dans le dignitaire Adam Kali précise. Et les lois ou bien des comportements que vous devez avoir en tant que digne-fille ou digne-fils de divinité de toute catégorie. Bon, il s'agit bien sûr d'abord de la sainteté, de la propreté. Vous devez être propre. Vous devez garder surtout
l'humilité. Vous devez surtout aussi éviter de vous montrer plus supérieur que les autres. C'est pourquoi on vous a doté de l'humilité. Vous devez être tout le temps dans le pardon. Donc si on fait le résumé de tout ça, vous devez être le fruit de l'amour. Tous ceux qui sont adeptes du Vodun-Da ou adeptes de n'importe quel type de Vodun-Da doivent être vraiment gentil envers leurs semblables. Ne doit pas garder la rancune, c'est-à-dire le rancœur envers quelqu'un. Si vous êtes énervé, appelez la personne en toute humilité. Dites-lui ce que vous avez fait n'est pas bien. Ne soyez pas rancunier ou ennemi de quelqu'un parce que c'est une donatrice, c'est une divinité qui offre le bonheur, qui offre l'évolution, qui offre la prospérité, qui offre la protection à ces divines, à ces adeptes et à tout le monde. Alors, pour savoir que vous êtes incarné par une divinité, il faut garder le principe de consultation, l'oracle, le Fa, pour savoir de quel type de divinité qui vous incarne. Sinon, si vous êtes doté ou bien vous êtes incarné par divinité et que vous n'arrivez pas à détecter par le Fa, vous allez vivre sur la terre mais sans prospérer parce que on a dit toujours c'est dans ouais non donu mais dans le titouyo abandonne tu n'as pas cherché à connaître la divinité qui t'incarne et tu fais tout contre ses volontés, tu fais tout et tu marches sur ses principes. Bon atum vodun jowo botun fi abesion botun we ayan botun yewe jowo andon le bido sen yewe tonji ni leti manondu ni leti manowa fo leti manondo awe leti manodo bo adona bulu arote tu we yewe bloji toyo abadona lobotunwa. Plusieurs souffrent aujourd'hui pour faute de non-connaissance. On dit mon peuple périt pour faute de non-connaissance. Vous savez pourquoi? Si vous connaissez qui vous êtes, vous allez vivre de manière saine. À l'instant, le dignitaire d'Ankali sur la divinité dans l'Alliance des États du Sahel tient son premier sommet demain à Niamey. C'est l'une des informations dans cette compilation présentée ici par Léa Kawema. Le Niger s'apprête à accueillir le premier sommet des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel, AES, créé en septembre 2023. Le colonel Assimi Goïta du Mali et le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso seront reçus demain samedi à Niamey par leur homologue, le général Abdourahmane Tiani. Les populations sont invitées à sortir massivement afin d'accueillir chaleureusement les leaders révolutionnaires qui œuvrent pour la sécurité et le développement de la région. Niamey, capitale du Niger, entend donc marquer le coup et donner une impulsion à cette jeune organisation dont les chefs respectifs sont arrivés au pouvoir entre 2020 et 2023 par coup d'État. Et au Sénégal, des universitaires, des magistrats, des avocats, des anciens détenus et membres d'organisations de défense des droits de l'homme ont remis hier jeudi 30 recommandations au président Bassirou Diomaye Faye sur les réformes prioritaires à mener dans le secteur de la justice. Sur 87 pages, les priorités identifiées sont celles de coloniser les symboles de la justice tels que la robe noire, le glaive ou la balance et toute imagerie héritée du système judiciaire français qu'il suggère d'être changé au profit d'un référentiel africain. Les participants ont également estimé la création d'une cour constitutionnelle plus indépendante à la place du Conseil constitutionnel actuel au Sénégal. Et puis au Congo-Brazzaville, le général Jean-François Ndengue a été limogé, âgé de 114 ans et commandant des forces de police depuis 26 ans, est actuellement remplacé dans sa fonction par son adjoint, le général André Obami Itou, fils surnommé le King. À en croire une source de police contactée par RFI, les raisons de sa descente ne sont pas encore connues. Et c'est le sport. Les Guépards du Bénin connaissent désormais leurs adversaires pour les matchs de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Plus de détails avec Chris Ange Sounda.
La Confédération africaine de football a procédé ce jeudi 4 juillet à Johannesburg, en Afrique du Sud, au tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. 12 groupes de 4 équipes ont été constitués. Le Bénin est logé dans le groupe D, en compagnie du Rwanda, de la Libye et du Nigeria. À l'exception du groupe B, où figure le Maroc, pays hôte de la compétition, les 2 premières équipes de chacun des 11 groupes à l'issue des éliminatoires seront qualifiées pour la CAN 2025. La 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations aura lieu du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc. Aux États-Unis à présent, l'Argentine, champion du monde en titre, valide dans la douleur son ticket pour la demi-finale de la Copa América contre l'Équateur. L'Argentine va disputer les demi-finales de la Copa América 2024 qui se déroule aux États-Unis. L'Abi Céleste a validé son ticket pour le dernier carré après sa victoire face à l'Équateur ce vendredi. Au thème d'une rencontre très disputée, les Argentins ont pris le dessus sur leur adversaire lors de la séance des tirs au but. L'Argentine avait bien commencé son match avec l'ouverture du score signé Lisandro Martinez à la demi-heure du jeu. Un avantage au tableau d'affichage que les coéquipiers de Lionel Messi conserveront jusqu'en fin de match avant que l'Équateur n'arrache l'égalisation dans les arrêts du jeu. Une réalisation de Kevin Rodriguez qui a contraint les 2 équipes à la séance des tirs au but pour se départager. Une épreuve qui a finalement souri aux Argentins qui ont concrétisé 4 tentatives malgré le raté de Léo Messi contre 2 pour les Équatoriens. En demi-finale, l'Argentine affrontera le vainqueur du match Venezuela-Canada qui aura lieu samedi. C'est la fin de ce 19h sur Radio Afrique Santé. À la mise en ligne, Tirbus Akiki Renou. À la réalisation, Samouilou Kora. En direct, je suis Marcelin Baguidi. Bonne soirée à vous. À la maison, en voiture, au bureau, partout, on vous accompagne. Merci de nous écouter.